Et dans TicTech aujourd'hui, votre invité, notre invité, c'est Alexandre Fréty, directeur général d'Orisha, éditeur européen de logiciels métiers. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bonjour Julien, merci de m'accueillir. Ben oui, alors moi je vous ai connu, on a fait une interview ensemble sur une autre antenne. Vous étiez à l'époque le patron de Malte, maintenant c'est Orisha. Déjà juste pourquoi le passage, pourquoi la fin de Malte? C'était une super aventure, c'était une plateforme de mise en relation pour les freelances avec des petites, moyennes et grandes entreprises leaders en Europe. Ouais. Ça continue d'être une super aventure d'ailleurs. Ouais. Pourquoi avoir quitté la super aventure alors? Je reste actionnaire, je continue de regarder, mais plutôt depuis le banc et non plus directement sur le terrain. J'étais dans une logique de transmission et de transition avec le fondateur. Finalement, souvent les fondateurs ont envie de continuer leur histoire. Et donc moi j'ai préféré voguer de mes propres ailes à un moment donné où l'économie va un peu moins bien et où le software tendait les bras. Et donc je suis passé de Malte à Orisha. Que fait Orisha en quelques mots? Alors Orisha, c'est un éditeur de logiciels, multi-logiciels, multi-métiers, qui intervient dans des pans de l'économie essentielle, dans l'économie du quotidien. Donc on est aussi bien présent aujourd'hui dans le monde de la santé, où par exemple on va faire ce que fait Doctolib pour les médecins généralistes, on va le faire pour les centres de santé ou pour les EHPAD. On a aujourd'hui leader en France sur les logiciels métiers sur ce type de problématique-là. On est présent dans le monde du retail, avec un leadership dans le monde des buralistes par exemple, ou des magasins de deux roues. Et on va jusqu'au... Vous faites quoi pour les buralistes et les magasins de deux roues? Eh ben, on est systématiquement le fournisseur du logiciel critique de fonctionnement du commerçant. Donc pour le buraliste, c'est comment fonctionne sa caisse, comment il va pouvoir passer d'un monde il y a 10 ans où les cigarettes représentaient la majeure partie de son chiffre d'affaires à un monde dans lequel c'est 50% de services. Et ça, c'est la technologie qui permet aujourd'hui de l'opérer. Et alors, vous réalisez 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. 350. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a un problème avec les chiffres aujourd'hui. C'est quand même conséquent. Vous êtes en concurrence avec des géants français comme Cegid ou encore Sebteo. Et pourtant, Orisha reste peu visible auprès du grand public. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un choix? Non, ce n'est pas un choix, c'est lié à l'histoire. Orisha, la marque n'a que 2 ans. Originellement, la société s'appelait DL Software, du nom des 2 fondateurs. Et l'enjeu n'était pas vraiment de créer une grande marque, puisque c'était une collection d'entreprises qui étaient rachetées. Depuis 2 ans, il y a l'objectif de devenir un grand groupe. Et donc Orisha est né il y a simplement 2 ans. Et donc Orisha, petit à petit, devient de plus en plus connu. Vous allez nous voir de plus en plus. Donc vous êtes l'entreprise, vous allez communiquer plus dans les prochains mois, prochaines années qu'auparavant. Exactement. En tout cas, on est en train de créer, puisque l'histoire de l'entreprise, ce qu'on appelle dans un monde anglo-saxon un build-up, c'est-à-dire qu'on s'est constitué par rachat et on va continuer de racheter. On a racheté 10 entreprises sur les 2 dernières années, donc on va continuer à un rythme effréné de grandir. Mais on crée de logiques et des synergies entre toutes les entreprises que l'on rachète, qui ont encore une fois le fil conducteur que d'être un logiciel critique de fonctionnement dans 5 secteurs clés de l'économie. J'évoquais tout à l'heure donc l'immobilier, la santé, le retail, la construction et ce qu'on appelle chez nous agri-food, qui va des agriculteurs au vignoble. Juste par rapport aux nombreux concurrents qu'on a cités, c'est quoi le service plus, la valeur ajoutée, comment vous différenciez par rapport à... Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. En fait, on a autant de concurrents que de niches dans lesquelles on est présent. C'est-à-dire la concurrence qu'on va avoir sur les centres de santé, on évoquait Doctolib tout à l'heure. Dans le monde des EHPAD, Doctolib n'intervient pas, donc je vais avoir d'autres concurrents qui sont souvent des petites entreprises. Et la spécificité d'Orisha, c'est de combiner la meilleure des 2 mondes entre des gens qui, depuis des dizaines d'années, sont experts de leur secteur d'activité, souvent des entrepreneurs qui ont pour certains créé leur entreprise dans les années 80, qui ont vraiment tissé une connaissance particulière de leur secteur, et nous on apporte le meilleur de la technologie. Donc en fait, encore une fois, on est multiniche et on n'a jamais les mêmes concurrents quand on passe d'un secteur à l'autre. Est-ce que vous pourriez racheter des startups françaises? On le fait. On a racheté... Qui, par exemple? On a racheté FinalCAD, qui était une French Tech du monde de la construction. Typiquement, l'exemple représentatif de ce qu'a vécu la French Tech sur les 10 dernières années, c'est-à-dire une boîte qui a levé beaucoup d'argent, plus de 80 millions d'euros, qui a brûlé beaucoup d'argent, qui s'est un peu brûlé les ailes, mais qui a construit un produit magnifique. Et donc, nous, on était finalement une terre d'accueil idéale pour FinalCAD et on a repris cette entreprise il y a 1 an et maintenant on l'a fait fructifier. C'est une entreprise qui travaille pour Eiffage par exemple, qui est aujourd'hui leader dans la construction. Qui fait quoi pour Eiffage par exemple? Qui aide par exemple les gens sur les chantiers, à piloter le chantier, à gérer les démarches administratives, à mettre les problématiques qu'ils peuvent avoir au quotidien sur un chantier. Et il y aura d'autres startups probablement aussi dans cette année par exemple. Est-ce que vous êtes en train de cibler des startups françaises? Oui, alors on est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on le disait, ça
je peux pas le dire parce que sinon ça va générer potentiellement de la compétition et donc le marché des fusions-acquisitions reste très secret. Mais nous, on reste très volontariste sur les 5 secteurs d'activité que j'évoquais tout à l'heure, à la fois sur la tech d'avant, mais aussi sur la tech de maintenant. Et on regarde aussi, bien entendu, à l'échelle européenne pour construire, encore une fois, un leader européen et ne pas s'arrêter à nos frontières. L'objectif à terme, vous faites 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est combien? On a un objectif interne de 600 millions en 2028 et la volonté d'aller au chercher milliard de nouveau. en 2030. Voilà, à 2030 ou 2032, mais en tout cas de viser cette perspective-là qui honnêtement est loin d'être impossible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme nous. Julien, Et vous êtes rentable. Et on est rentable depuis le premier jour. Donc c'est aussi la différence avec l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui change aussi pour vous? Vous étiez avant chez Webhelp, donc un géant du service client, ensuite une start-up. Là, vous repassez plutôt dans une structure type entreprise classique, non start-up, avec un modèle rentable. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour vous, ce basculement? Si je dois simplifier un petit peu, je dors mieux la nuit. Il y a moins de soucis. Non, mais je dirais que Orisha, c'est un peu la combinaison de Malte et Webhelp. C'est une boîte sous private equity, donc c'est la discipline financière. C'est-à-dire que dans une entreprise avec des fonds américains que sont les miens, on ne fait rien sans pouvoir justifier un ROI à 6-12 mois. Et chez Webhelp, j'ai été biberonné à cette discipline financière. Et chez Malte, j'ai appris la capacité de la tech à réaliser des scales très impressionnants. Et donc finalement, chez Orisha, je cumule les deux aspects, c'est-à-dire le côté vraiment, je pars à la conquête du monde de Webhelp, et en même temps, j'ai la technologie qui me permet d'accélérer sur un certain nombre d'aspects. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a quels sont les freins en Europe pour devenir un géant? Vous disiez 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030. 32. Quels sont les freins aujourd'hui en Europe que vous rencontrez pour grandir et devenir un géant européen et concurrencer les Américains? Alors, pour le coup, mes 3 histoires sont un peu de cet ordre-là, puisque Webhelp, comme Malte, comme Orisha, ce sont des boîtes françaises qui sont parties à la conquête de l'Europe, voire du monde, pour Webhelp. Et ce à quoi j'ai été confronté 3 fois de suite, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est qu'on est sur 27 marchés différents, 27 langues différentes, 27 fiscalités différentes, 27 droits du travail différents. Donc la fragmentation du marché est un sujet l'harmonisation des règles en Europe. Une vraie économie numérique, exactement. Aiderait beaucoup tous les gens qui entreprennent en France. Quand on est aux États-Unis, effectivement, on est tout de suite sur un marché unique qui est à peu près l'équivalent de la taille du marché européen. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et s'il y a un deuxième sujet peut-être à mettre sur la table, je pense que c'est le fait d'avoir des champions aussi qui permettent aux entreprises, tu évoquais tout à l'heure le mot exit, qui permettent aux entreprises d'avoir des exits. Aujourd'hui, les GAFA rachètent pour plusieurs milliards d'euros des entreprises qui sont nées récemment et qui ont une voie de sortie avec les grands acteurs locaux. Ce n'est pas le cas en France. Aujourd'hui, les boîtes du CAC 40. Alors, il y a déjà un aspect de facteur taille, c'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui la valorisation d'un GAFA, c'est la somme de toutes les entreprises du CAC 40. Enfin, n'importe lequel des GAFA aujourd'hui est l'équivalent de la somme des 40 entreprises françaises. C'est QFD. Et quand on regarde aussi l'expérience, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Shine, qui a été repris par Société Générale, qui l'a revendu derrière, et aujourd'hui, il vient d'être revendu 1 milliard d'euros à Cegid. Donc, il n'y a pas vraiment de success case, si je puis m'exprimer ainsi, sur des entreprises du CAC 40 qui auraient pris la balle au bond de ce que font les équivalents de la tech américaine. Est-ce qu'on parle, quand on parle de tech, on pense souvent, aujourd'hui, c'est associé totalement à l'IA. Mais la tech et la French Tech, ce n'est pas seulement de l'IA. On parle trop d'IA, même si en même temps on vit une révolution. Donc, Je pense qu'on en parle trop, oui. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans un pitch deck, lever de l'argent s'il n'y a pas le mot IA quelque part, et ça devient effectivement un peu galvaudé. Et quand on regarde, Julien évoquait tout à l'heure les montants investis en disant qu'il y a un rebond, mais 50% c'est l'IA. Donc si on regarde le reste... C'est l'arbre qui cache la forêt ? C'est en partie l'arbre qui cache la forêt, mais ça veut dire qu'il y a quand même la place pour des projets hors IA, même si aujourd'hui, ce qui est vrai aussi, et c'est pour ça que c'est un peu normal, c'est que c'est difficile de créer une boîte et d'expliquer qu'on va être performant si l'IA n'intervient pas dans un bout de la chaîne de valeur. Parce que l'IA aujourd'hui a démontré factuellement que sur des professions intellectuelles, il y avait des gains très importants. On les touche toutes du doigt. Alors bien entendu, il y a une bulle, mais fondamentalement, le sujet, c'est pas de regarder la bulle, c'est de prendre la vague, parce qu'on n'a pas envie que le tsunami change complètement le littoral et de rester passif face à ça. Qu'est-ce que l'IA a changé chez Orisha, chez vous, en matière justement de
De coûts de production, entre guillemets, de business en plus, l'un, les deux, aucun des deux? Alors, C'est mesurable ou pas? Oui, c'est très mesurable. On est en train d'essayer de dompter la vague chez Orisha. On va annoncer dans quelques semaines un gros plan autour de l'intelligence artificielle. Dans les choses très concrètes, c'est déjà l'IA à l'intérieur des produits que l'on fournit pour nos clients et prospects. Aujourd'hui, par exemple, pour un grand acteur des vins et spiritueux, l'intelligence artificielle, elle permet de trier les grains de raisin quand ils sont sur la chaîne de production. Pour des dentistes, aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui permet d'anticiper les pathologies dentaires. Donc ça, c'est extrêmement concret. Dans l'immobilier, les agents immobiliers chez Orisha, ils sont capables de faire un home staging automatique grâce à de l'intelligence artificielle. Donc le premier enjeu pour l'IA, c'est déjà d'avoir une offre de valeur augmentée pour nos clients. Si on le prend sous l'angle coût opérationnel, c'est aussi le cas. Aujourd'hui, nous, on a des expérimentations sur le support client qui sont extrêmement performantes, où on a des consommateurs au téléphone qui, à la fin de l'appel, réclament l'intelligence artificielle plutôt qu'un humain. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore à se dire qu'effectivement, on va réduire les coûts, mais on est plutôt à se dire, effectivement, comment est-ce qu'on s'assure que le niveau de performance qu'on arrive à avoir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on le déploie partout. Avec un risque sur l'emploi? Avec un risque sur l'emploi, en tout cas, il faut assumer. Je pense qu'aujourd'hui, dans le débat actuel politique économique, cette peur. Il faut assumer que, en tout cas, les professions intellectuelles qui n'auront pas intégré l'IA dans leur chaîne de valeur vont se retrouver déclassées. Je ne suis pas concerné. Est-ce qu'il y a une bulle, selon vous, dans l'IA? Il y a une bulle dans les valorisations, c'est évident. Mais comme on l'a vécu avant que l'IA arrive, il y avait une bulle dans les valorisations de toutes les sociétés de la French Tech. Donc le problème, ce n'est pas tellement de regarder la bulle, elle existe la bulle. Le problème, sur les valeurs technologiques américaines? Bien entendu, mais toutes sans doute. Mais la question, c'est pas tellement de se dire à quel niveau la bulle est trop forte, c'est plutôt de se dire que cette bulle, elle est quand même en train de transformer radicalement la société. Donc à quel moment... Donc elle est justifiée, cette bulle? Elle n'est pas justifiée de par son ampleur. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est une vraie révolution, c'est une évidence. Mais on la paye trop cher. On la paye trop cher pour le moment. Et donc, ça veut dire que... Parce qu'il y aura potentiellement, on évoquait tout à l'heure Elon Musk. Elon Musk, il fait le pari de prendre des parts de marché à ChatGPT et à la fin d'avoir peut-être plus d'utilisateurs que ChatGPT. Il faut être très bien informé ou voire voyant pour se dire qu'il va gagner la partie à la fin du jeu, mais en tout cas, ce sera un de ceux-là. En tout cas, ce ne sera pas forcément l'Europe. Est-ce que l'Europe a perdu la bataille de l'IA déjà? En tout cas, l'Europe, et tu l'as évoqué tout à l'heure, est déclassée sur ce combat-là. On le voit, 2 tiers des investissements sont américains, la Chine est derrière et l'Europe est en 3. Maintenant, est-ce qu'en n'en étant pas à l'origine des modèles de LLM, on est forcément déclassé? Pas forcément. Derrière, il y a un enjeu d'exécution, de l'utiliser cette IA. On peut, en Europe, être les meilleurs utilisateurs de modèles américains, et on peut être des entreprises gagnantes derrière. Donc pour une entreprise, est-ce que l'enjeu c'est de se dire je dois développer une IA souveraine? Oui, ce serait mieux, mais il faut surtout se dire comment est-ce que l'IA me permet de booster mon modèle économique pour potentiellement aller prendre des parts de marché aux États-Unis. Il y a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup. Non, juste pour rebondir, donc une souveraineté numérique digitale européenne, ça reste un vœu pieux? Ça reste pas un vœu pieux parce que ce serait beaucoup mieux. Mais on est un peu au camp de base et voilà, la montagne est raide, la pente est raide et les autres ne nous ont pas attendus. Et quand on voit que les Américains menacent de sanctions des géants technologiques européens comme Publicis, comme Capgemini, peut-être un jour Orisha. Mistral aussi était cité. Oui, Mistral, tout à fait. Est-ce que vous, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que dirigeant d'un grand groupe technologique européen? C'est extrêmement frustrant. Enfin, on pourrait extrapoler le débat au contexte géopolitique. On se sent déclassé, économiquement, politiquement. Donc aujourd'hui, on a envie que l'Europe se réveille et on voit que nos dirigeants ont tous des réactions relativement timides de peur des sanctions ou des restrictions. On attend tous un sursaut massif et on a besoin de nos dirigeants pour ça. Les PME aussi, ce sont vos clients, les PME ETI. Est-ce que, je crois qu'il n'y a que 13% des PME qui utilisent aujourd'hui une solution IA clé en main. Est-ce qu'il y a une réticence de la part des PME françaises à utiliser de l'IA? Ou des PME en général, européennes d'ailleurs?
Est-ce que c'est franco-français ou c'est Non, c'est pas franco-français, hein. Les PME sont toujours le segment qui va le dernier au niveau des. Elles ont moins de moyens. Elles ont moins de moyens. Elles pensent que c'est compliqué. Mais et justement, on est dans une phase d'accélération parce que si on remonte 20 ans en arrière, c'était très difficile d'accéder à la technologie. Il fallait se faire accompagner par des gens qui se facturent cher. Aujourd'hui, c'est très simple d'avoir accès à ça. Et c'est l'essence même d'Orisha, c'est de pouvoir digitaliser l'économie du quotidien. Vous prenez aujourd'hui une rue dans une ville de province, ben on est capable d'aider le fleuriste, le boulanger, le buraliste, le médecin. Et aujourd'hui, cet accès à la technologie, il est simplifié justement parce qu'il y a des gens qui sont passionnés et qui développent des outils qui permettent à l'économie du quotidien de fonctionner. Votre regard aussi sur la French Tech, hein, je le disais dans le journal aujourd'hui, est-ce qu'il y a un essoufflement de la part de l'écosystème avec moins de levée de fonds ou est-ce qu'au contraire, on est dans une phase de maturité? Comment vous voyez les choses? Moi, j'ai connu vraiment, je suis arrivé chez Malte en pleine euphorie, donc c'était assez agréable. Hein. Finalement, c'est pas dur de lever 100 millions d'euros. On découvre un peu l'argent facile. C'était l'âge d'or de la French Tech. L'âge d'or de la French Tech, des valorisations. On était un peu à la course à la licorne rapide. On est passé plutôt dans la course à l'exécution rapide. Donc, je pense que cette période d'euphorie, c'est plutôt bien qu'elle soit terminée. Ensuite, il y a eu un peu la période gueule de bois où tout était un peu retombé. Je pense que là, on arrive dans une phase un peu de stabilisation qui met aussi en exergue les bons projets. On sort le bon grain de livret. Exactement, exactement. Et je pense que c'est sain. Alors après, il faut que l'écosystème reparte quand même. C'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure de ce tropisme envers l'IA. Il y a plein de magnifiques projets en dehors des sujets IA, même s'ils doivent être IA compatibles. Et donc, je suis plutôt confiant, moi, quand je regarde le nombre de dossiers que je reçois même à titre personnel tous les jours. Pour investir, vous êtes Pour investir, exactement. Ouais. Je me dis qu'on ne manque pas d'entrepreneurs en France. On manque d'écosystèmes qui permettent aux entrepreneurs de faire éclore leurs projets. Allez, merci pour cet entretien. Alexandre Fréty, directeur général d'Orisha, qui était l'invité de TICTEC. Merci, à bientôt. Merci à tous les deux. Merci.